Bonsoir, bienvenue sur Éclair TV pour notre session d'analyse hebdomadaire. Trois sujets feront l'objet de nos préoccupations. Tout d'abord, l'affaire Lucrenet. Comment peut-on l'analyser? D'autre part, la situation de l'économie cannière à Marie-Galante qui a fait l'objet de nombreux débats au cours de cette semaine. Et enfin, au niveau national, nous nous intéresserons à la loi sur le séparatisme qui vise à mieux contrôler la pratique de certains cultes religieux dans l'Hexagone. Alors, concernant ce qu'on peut appeler l'affaire Lucrenet, dans la mesure où elle a fait le buzz des réseaux sociaux. En fait, Lucrenet, pour l'instant, a été auditionné. Autrement dit, on n'est pas dans une procédure judiciaire avancée. Toutefois, il convient de se poser la question, mais que lui est-il reproché? Et donc, par rapport au concept de provocation, qu'en est-il actuellement de la jurisprudence? Concernant le contenu de son message diffusé le 21 octobre 2020, que disait-il? Il faisait le constat qu'il y a une baisse démographique de la Guadeloupe, que cette baisse démographique concerne en particulier les jeunes, et en particulier, plus précisément, les jeunes les plus diplômés. Ça veut donc dire qu'il n'a fait que relater un certain nombre de travaux scientifiques déterminés, en tout cas mis en place par l'Institut national des études démographiques, et qui tendent à montrer que la Guadeloupe perd de son ingénierie, puisque ce sont ces jeunes les mieux formés qui quittent le pays pour émigrer vers l'Hexagone en grande majorité, mais également vers d'autres pays étrangers. Donc, il n'a fait que relater un certain nombre de données qui ont été scientifiquement établies par les démographes. Par ailleurs, il lui est reproché d'avoir mis en exergue les exactions qui ont été celles de la France durant la colonisation. Nous connaissons tous les cadres d'analyse de Lucrenet que l'on peut partager ou que l'on peut ne pas partager. Il n'empêche qu'il a son propre référentiel et que ce référentiel fait partie des divers aspects de la pensée contemporaine au même titre que d'autres référentiels qui seraient plus nationalistes, autonomistes ou voire même assimilationnistes. Donc le contenu, en tout cas, de la dénonciation des exactions a même été établi sur un certain nombre de travaux. Je pense en particulier aux travaux de Jean-Pierre Chardon qui a décrit le génocide de la colonisation. Et actuellement, sur les chaînes nationales, circule un documentaire qui s'intitule « Décolonisation du sang et des larmes » et qui montre que la France, dans son empire colonial, a eu un certain nombre de pratiques que l'on peut effectivement contester. Par ailleurs, il convient sur le plan du droit de bien cerner le concept de provocation. En fait, ce concept a vu son champ d'application élargi par la loi du 21 janvier 2017, exactement. C'est cette loi, par exemple, qui a considéré l'homophobie comme étant une forme d'incitation à la haine vis-à-vis d'une catégorie de public. À la suite de cette loi, il y a eu un certain nombre de jurisprudences qui montrent que la doctrine n'est pas stabilisée, à savoir qu'il n'y a pas de relation de cause à effet qui a été bien établie par le droit, au point que les juges sont contraints d'avoir une analyse au cas par cas. Et on a deux approches des juges quand on fait l'analyse à la fois de la Cour d'appel de Paris et de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Il y a deux approches. Une approche extensive ou une approche restrictive. Alors, l'approche extensive est celle où il y a même la possibilité pour le juge de pouvoir apprécier de manière implicite le fait que des propos
ait manifestement ou implicitement eu comme effet d'inciter à la haine. Ça veut donc dire que le juge garde une part d'interprétation pour se forger une conviction et que cette approche extensive n'est pas forcément, en tout cas, peut présenter un certain nombre d'inconvénients. En fait, qu'il y ait une approche très endogène, c'est une endogénéisation exactement des structures, y compris de la manière de penser, de sentir et d'agir. Et donc, ce n'est pas chose aisée pour les juges, et même au niveau national, il y a eu cette approche extensive, mais qui a été diversement interprétée. D'un autre côté, vous avez la possibilité d'une approche qu'on appelle restrictive. Mais là, elle restreint le champ des difficultés, en tout cas des possibilités d'appréciation, puisqu'elle impose des conditions. Et quand on fait le point sur la jurisprudence, un sujet d'ordre public, et c'est le cas de la démographie ou de la colonisation, est moins sanctionné, en tout cas par le juge, que par ailleurs, il faut qu'il puisse y avoir une démonstration explicite qu'il y ait eu un appel à la haine, voire même à l'incivilité. Donc, pour l'affaire Lucrenet, il faut attendre et voir quelle évolution le juge, en tout cas la justice, aura de cette affaire. Lucrenet est bien défendu par un certain nombre d'avocats. Il faut simplement ne pas perdre de vue que si ça peut heurter peut-être l'opinion publique française, que l'on parle de la colonisation et de ses méfaits, nous qui avons subi cette colonisation avons très largement déjà dépassé le stade de la réaction viscérale et compte tenu des travaux qui ont été menés sur la colonisation, nous sommes parfaitement à même d'avoir un regard et un discernement sur ce phénomène sans qu'il ne soit en mesure de pouvoir déchaîner des passions. Nous avons donc terminé pour le premier sujet relatif à l'affaire Lucrenet. Nous passons maintenant à la grande problématique de l'économie sucrière à Marie-Galante. Cette économie sucrière connaît des difficultés, mais en raison d'un contexte qui n'est pas moins difficile. Il faut savoir qu'actuellement, Marie-Galante, c'est 10 000 habitants. Donc, bien avant la Guadeloupe, Marie-Galante a commencé à se dépeupler. En allant plus loin dans l'analyse, a été publié récemment pour la commune de Capesterre de Marie-Galante, qui est la commune la plus agricole de l'île, les statistiques de l'INSEE, publication qui date du 9 décembre 2020, où il est fait la démonstration qu'il n'y a plus que 75 agriculteurs officiellement déclarés à Capesterre de Marie-Galante, le plus grand bassin agricole de l'île. Il va donc sans dire qu'il y a eu un processus accentué par le fait que, entre les prévisions de la récolte sucrière et les réalisations exactes, qu'il y a un problème incontestable de production cannière. En 2011, certains promoteurs, en particulier avec Albioma, se sont présentés et ont souhaité que se mette en place une centrale thermique avec un triple objectif. Fournir de l'énergie électrique à l'usine, vendre, et retenez bien ce deuxième paramètre, de l'électricité à EDF, et éventuellement fournir à Marie-Galante une partie de ses besoins électriques. Or, la base de cette centrale thermique était une centrale bagasse-charbon. Les élus se sont opposés, et fort justement, à l'introduction du charbon comme combustible, puisqu'on connaît son caractère polluant malgré toutes les garanties qui auraient pu être données. Et donc, on est passé de l'idée d'une centrale bagasse-charbon initiale à une centrale qui serait bagasse-biomasse. La bagasse étant produite par la canne, la biomasse serait constituée de bois, soit de déchets verts qui seraient importés de la Guadeloupe, mais comme cela ne suffirait pas,
du bois du Canada ou d'Amérique du Sud. Par contre, la conséquence, c'est que la quantité d'énergie, d'électricité produite était moindre avec la centrale bagasse biomasse. Et dans les prévisions des promoteurs, l'idée était de vendre environ 10 MW à EDF Guadeloupe et de pouvoir ensuite utiliser une petite partie pour faire fonctionner l'usine. Malheureusement, dès lors que la production diminue à cause d'un combustible moins performant, quoique moins polluant, automatiquement, on a vu que les promoteurs de ce projet ont commencé progressivement à prendre du retrait au point que ce projet est tombé en tout cas dans l'oubli, dans les tiroirs, et qu'il n'a plus, à ce moment-là, été pris en considération. Même la proposition des élus qui visait à s'appuyer sur un projet de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, n'a pas non plus prospéré. Ça veut donc dire que l'usine a continué depuis ces dernières années à fonctionner avec des pannes récurrentes, mais une production cannière de moins en moins importante qui par conséquent entraîne de moins en moins de possibilités d'investissement et de réparation d'une usine qui de toute façon est vieillissante. Résultat, vient d'arriver sur la table l'idée suivant laquelle il faudrait, compte tenu du peu de rentabilité actuelle de l'usine de Marie-Galante, en tout cas tel que l'évaluent les économistes, envisager le transfert des cannes de Marie-Galante vers Gardel de manière à renforcer le potentiel de boyage de Gardel. Il est incontestable que cette solution, en tout cas, génère une levée de boucliers. J'ai entendu donc Odile Ripon, un des responsables de l'agriculture, inviter à ce qu'on appelle un rassemblement marie-galantais, un consensus marie-galantais autour de cette problématique. Il n'empêche qu'au-delà de la canne, si vraiment il y a le projet abouti visant à transférer les cannes vers Gardel, ce n'est pas seulement la mort de l'industrie cannière. Cette industrie cannière fait partie des paramètres régulateurs de la ruralité marie-galantaise. Le temps de la récolte est un temps social très particulier. Et si le projet aboutit, non seulement il y a cette difficulté à pouvoir maintenir l'activité cannière qui ne sera plus motivante pour les jeunes, mais il y aura incontestablement une déstructuration des paramètres ruraux qui ferait que la ruralité marie-galantaise serait déstabilisée et Marie-Galante perdrait donc de son originalité. Espérons que ce projet se trouvera un épilogue favorable par un consensus entre les différents acteurs. Reste notre dernier sujet qui concerne la loi sur le séparatisme. Vous avez vu, en tout cas entendu, qu'au cours des débats qui se sont déroulés dans la commission des lois de l'Assemblée, puisque ce projet de loi a commencé par l'Assemblée, il y a eu l'audition de tous les cultes officiels en France et que dans une grande majorité, ces cultes ne sont pas favorables à la loi, en tout cas telle qu'elle est libellée. Les débats sont virulents, en tout cas au sein de l'Assemblée, puisque la droite estime que le projet de loi ne va pas assez loin, la gauche estime qu'il est discriminant et finalement les idéologies politiques ont très rapidement pris le pas sur une réalité qui est en fait, et c'est le but de la loi, de lutter contre toute forme de radicalisme, en particulier le radicalisme islamiste. Cependant, le gouvernement n'a pas souhaité stigmatiser l'islam en particulier, fut-elle l'islam radical, et a donc parlé des cultes. Il ne parle d'ailleurs même plus de séparatisme, puisqu'il le met entre guillemets. Maintenant, c'est une loi visant à conforter les principes de la République. Que penser de cette loi ?
D'abord, 3 dispositions constituent son socle. D'abord, alors, premièrement, il y a tout ce qui concerne les associations cultuelles dont les financements seront davantage contrôlés par l'État. En particulier les associations culturelles qui recevaient des fonds de l'étranger, et ces fonds transitaient mais servaient à pouvoir alimenter souvent des discours, en tout cas qui imposaient aux différents croyants un certain nombre de règles qui n'étaient pas forcément compatibles avec les règles de la République. Donc, premier élément, contrôle financier. Deuxième élément, les préfets auront la possibilité d'une fermeture administrative en ce qui concerne des lieux où il est démontré que des discours haineux sont tenus par, en tout cas, les prédicateurs. Et ça va plus loin, puisque maintenant, il y a un délit d'entrave qui est proposé, en tout cas par la loi. Ce délit d'entrave concernerait les enseignants, par exemple, ou les responsables d'une mission de service public qui seraient menacés et qui, à un moment donné, se retrouveraient dans une situation où l'exercice de leur mission de service public serait menacé par rapport à des propos qu'ils auraient pu tenir, même si la loi, concomitamment, rappelle qu'il y a de toute façon une obligation de neutralité de ceux qui sont responsables du service public. En allant plus loin dans l'analyse, la France a une conception de la laïcité qui est très particulière en Europe. Le paradigme, c'est la loi au-dessus de la foi. Ça veut donc dire que le droit positif en France doit transcender toute forme de droit, même si ce droit est d'inspiration théologique. Et donc, on est dans une situation où la laïcité à la française se trouve, il faut le reconnaître, plus contraignante que la conception laïque des pays anglo-saxons qui permettent plus largement la pratique religieuse et l'expression d'un certain nombre de valeurs, y compris dans l'espace social. La France considère que les lois de la République sont des lois dites supérieures, qu'elles garantissent un universalisme de liberté, d'égalité et de fraternité, et que ces lois ne peuvent aucunement être contredites par en tout cas des principes ou voire même des normes d'obédience, en tout cas de portée théologique. Sur cette base, la loi va continuer son trajet parlementaire, ce qu'on appelle la navette parlementaire. Elle sera, et Gérard Larcher l'a déjà annoncé, démantelée par le Sénat. Donc, elle sera examinée début avril. Elle reviendra vraisemblablement vers l'Assemblée. Et on sait que c'est une loi qui va se traiter dans le cadre d'une commission mixte avec 7 députés et 7 sénateurs et qui, par conséquent, aboutira à un compromis. Il n'empêche que l'État doit pouvoir, en tout cas le gouvernement, bien distinguer la laïcité et ne pas tomber non plus dans le radicalisme athée, qui voudrait donc dire que le droit positif serait dépourvu de toute spiritualité et qui par conséquent serait implicitement intolérant vis-à-vis des différentes expressions du culte. Et c'est ce compromis entre l'évitement de la radicalité athée et en même temps la possibilité de pouvoir permettre l'expression des libertés, en particulier la liberté de conscience ou la liberté d'expression, c'est là où il faudra trouver le bon compromis entre justement jusqu'où on permet au droit positif d'être au-dessus de tous les droits et jusqu'où on peut tolérer qu'il puisse y avoir en tout cas des formes de perception de la réalité publique différentes, y compris celles qui pourraient être d'inspiration théologique. Le débat est donc difficile. Les enjeux sont considérables, puisque n'oubliez pas qu'il y a les élections présidentielles à venir et que le Rassemblement national est très puissant sur la thématique
de la lutte contre l'islam, en particulier l'islam radical. Et donc, on a bien compris que les débats seront d'autant plus houleux qu'il y a un enjeu politique non négligeable. Notre séquence d'analyse est terminée. Merci de nous avoir suivis sur les ondes d'Éclair TV. La nuit porte conseil, qu'elle vous éclaire.